Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir pour un webinaire spécial Marketing Automation. Comment booster votre performance marketing grâce à l'IA et offrir une expérience unique à vos clients. Webinaire organisé avec Salesforce et Epsilon. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis Vincent Ducret, le cofondateur du Hub Institute. Nous organisons ce webinaire dans le cadre de notre série Business Recovery Challenge que nous avons démarré dès le 19 mars. L'occasion d'aider et d'accompagner tous les grands groupes et les marques dans leur recovery. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas le Hub Institute, on est un think tank installé à Paris et on déploie du coup des reports, des insights, des conférences, des interventions et un lieu, le Hub Lab, si vous voulez venir nous voir. On est aussi fédéré par plus de 120 grands groupes qui nous suivent à l'année et qu'on accompagne. N'hésitez pas à nous contacter. Et nous avons, dans le cadre de cette recovery, mis en place justement des formations en ligne pour permettre au plus grand nombre de travailler à sa propre recovery. Voilà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, notre agenda, donc on aura concilier l'expérience client en préservant la productivité, donc ça sera lieu demain. Jeudi, on aura une intervention de Mano Mano sur le e-commerce B2B, et puis une grande semaine Back to Business la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire avec beaucoup d'interventions, de témoignages de marques et de webinaires, à la fois sur les enjeux business et les enjeux durables. Ça démarre lundi prochain et ce sera jusqu'à vendredi prochain. Voilà, et pour des points de vue techniques, sur la droite, vous avez donc une case chat pour éventuellement réagir, mais pour poser des questions, c'est la case qui est juste après, donc c'est là que ça se passe. N'hésitez pas à poser un maximum de questions à nos intervenants, et puis ça sera l'occasion d'échanger avec vous à la fin des différentes interventions. Et pour ceux qui veulent étendre l'impact de notre webinaire, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à utiliser Business Recovery, l'occasion de se retrouver et d'amplifier un petit peu les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui. Voilà, on est très heureux d'ailleurs aujourd'hui d'avoir Sylvain Bélier, exécutif vice-président de Epsilon, Clémentine Tillard, donc Regional Sales Director de Salesforce, et notre invité du jour, Olivier Barthes, qui est en charge du Global Client Engagement du groupe Kering. L'idée de ce webinaire, c'est de répondre à ces questions, de comment segmenter, comment orchestrer, comment gérer vraiment toute cette donnée, et puis essayer de penser vraiment à un marketing centré sur le client et moins sur le produit, avec cette logique évidemment finale de plus de ROI pour tous, d'autant plus dans cette période complexe. Alors, pour démarrer, un petit point rapide. Nous, vous savez, au Hub, on essaie de réfléchir et de travailler un peu sur les enjeux qui viennent. Et donc, on a travaillé justement ces dernières semaines sur ce qu'on pressent, c'est-à-dire évidemment une AI de plus en plus forte, qui a de plus en plus de sens, avec de plus en plus de véritables actions qui sont engagées grâce à l'AI. C'est vrai qu'on suit le sujet d'AI depuis longtemps. Et là, de manière concrète, et on le verra d'ailleurs dans les minutes qui arrivent, la possibilité d'avoir des actions extrêmement opérationnelles et concrètes pour proposer une meilleure expérience. De l'autre, on a un peu travaillé sur notre futur du mix au produit, qu'on a appelé au Hub le MMS, c'est-à-dire moins, parce que par rapport au pouvoir d'achat et à certains consommateurs entreprises, il va falloir arriver à avoir des offres extrêmement compétitives, mieux, parce que du coup, le client B2B ou en gros le consommateur va vouloir des meilleurs produits et il y aura énormément d'offres. Il va falloir se différencier avec plus de sens. Et là, on parle d'hyper personnalisation parce qu'il va recevoir un grand nombre de messages. Il va falloir être extrêmement fin dans ces actions marketing. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je suis très heureux d'accueillir Olivier qui est en charge du Global Client Engagement de Kering, pour échanger un peu sur 5 points qui vont permettre de mieux comprendre et essayer de décrypter un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez Kering en termes de relations clients. Olivier, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, très heureux de t'avoir avec nous. Alors, du coup, Kering a connu une véritable transformation en termes de stratégie client, en termes d'engagement, de marketing. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de modèle selon toi? Alors, je pense qu'il y a eu la volonté du top management de Kering de doter le groupe de sortes de plateformes de croissance, comme on les appelle en interne, qui sont en fait des sortes de centres de services digitaux internes à destination des maisons du groupe et qui sont là pour aider les maisons du groupe à accélérer sur des thématiques communes. Donc, typiquement, le groupe a créé une plateforme de croissance
autour de la tech. Donc, une partie de la technologie et des plateformes technologiques du groupe sont centralisées. Et également autour de l'actionnabilité en fait, de ces technologies, avec des plateformes de croissance autour du e-commerce, autour du clienteling, autour de l'engagement client dont moi je m'occupe, autour de l'intelligence artificielle et de la data, et autour de l'innovation. Et donc, notre rôle à tous, et ça a été la volonté de François-Henri Pinault, c'est vraiment d'accompagner les maisons du groupe de façon sur mesure sur l'accélération autour de ces problématiques-là, de la transformation de la relation client, de la transformation digitale, de la transformation de data, de la transformation tech, pour globalement mutualiser les efforts, avoir un certain nombre de synergies et la capacité à significativement accélérer, en tout cas, nos activités digitales. Pourquoi la transformation de la relation client est particulièrement pertinente à faire maintenant? Alors globalement, je pense que comme dans beaucoup d'industries, on essaie d'être extrêmement centré autour du client et on essaie de capitaliser sur toutes les datas qu'on collecte sur les clients, d'en tirer de la valeur finalement et de pouvoir la mettre à disposition des équipes qui délivrent finalement les expériences clients. Et pourquoi c'est important maintenant? Parce qu'à mon sens, de plus en plus, en tant que client, on est submergé d'informations, de communication, de push produits, etc. Et la notion de pertinence n'a probablement jamais été aussi importante. Et la notion de pertinence aussi au bon moment. Et donc, tout le travail qu'on essaie de faire, c'est de mettre à disposition cette donnée, on va dire, qualifiée auprès des équipes qui font de l'engagement client au plus près des clients, donc nos équipes de vente en magasin, nos équipes du service client et puis évidemment toutes les équipes concernées au sein des différentes marques. Du coup, comment la data et l'AI peuvent accompagner cette transformation et quelle a été la stratégie définie par Kering? Alors, sans dévoiler le secret des dieux, la stratégie définie par Kering, ça a été de mettre en place ces plateformes de croissance et de la centralisation finalement d'un certain nombre de compétences homogénéisées, mutualisées et au service des maisons. Pourquoi c'est extrêmement important et pourquoi de notre point de vue on peut en tirer une grande valeur, c'est que globalement on pense que l'AI ça peut accompagner un certain nombre ça peut optimiser un certain nombre de process à la fois back-office autour de la supply, autour de l'assortiment de produits en magasin pour éviter les ruptures de stock, etc. Donc on pense que ça peut nous aider et on investit beaucoup là-dessus dans l'optimisation des opérations, on va dire. Et on pense aussi que ça peut clairement nous aider dans la capacité à créer des expériences clients pertinentes en essayant d'adresser un peu ce triptyque dont tout le monde parle et finalement on a tous une énorme marge de progrès d'arriver à communiquer finalement les bons contenus aux bons clients, au bon moment, via un canal qui est pertinent pour lui. Si on s'adresse à un client chinois et qu'on n'est pas sur WeChat, on est probablement un peu hors de propos. Si on n'est pas sur Line, si on n'est pas au Japon, si on n'est pas sur KakaoTalk en Corée du Sud ou sur WhatsApp, un peu plus par email ou SMS en Europe. Voilà, globalement, c'est vraiment cette capacité à créer et à délivrer ces expériences de façon extrêmement personnalisée. Vous parliez tout à l'heure d'hyper-personnalisation. Voilà, en tout cas, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Et globalement, la valeur qu'on essaie d'en tirer, c'est de fournir cette information qualitative et ces bonnes expériences à nos équipes terrain, donc à nos sales associates, qui sont en contact avec les clients, qui ont une bonne connaissance de ces clients, et on essaie de compléter en tout cas par des observations de données cette connaissance beaucoup plus intuitive qu'ils peuvent avoir et non formalisée, parce qu'évidemment il y a les datas qu'on arrive à collecter et agréger, et puis il y a toutes celles qui sont issues de l'observation et de l'échange humain. Donc on essaie de tirer un peu le meilleur parti de ces deux dimensions pour entre guillemets augmenter nos équipes terrain avec cette connaissance additionnelle. L'enjeu, c'est clairement d'utiliser les store associates pour pouvoir avoir vraiment des signaux faibles et concrets des gens qui sont en première ligne en relation avec les clients, c'est ça? Exactement, c'est vraiment de les aider dans leur travail de clienteling, dans leur mission opérationnelle, dans leurs échanges avec leurs clients, en finalement les dotant de connaissances additionnelles auprès de ces clients-là, et puis aussi en les aidant à naviguer dans l'offre de chaque maison, et pour les aider à faire finalement le lien entre
cette offre d'un côté extrêmement séduisante et désirable quelque part, mais arriver à localiser vraiment ou à identifier dans cette offre ce qui peut être le plus pertinent pour un client particulier. Est-ce que du coup, tu pourrais nous partager quelques cases qui te semblent pertinents et pédagogiques pour notre audience? Totalement. On a vraiment une volonté chez Kering de privilégier vraiment les approches expérientielles et de service aux approches commerciales. Et tout notre enjeu, c'est parmi la richesse de contenu, la richesse éditoriale, la richesse issue du patrimoine de nos maisons et du savoir-faire, finalement de bien sélectionner ce qui convient de mettre en avant finalement en face d'un client, parce que ça va être plus proche de ses centres d'intérêt que d'un autre. Et donc, c'est d'arriver à faire cet assemblage finalement entre les contenus qu'on va créer et les centres d'intérêt de nos clients. Du coup, un des premiers use cases qu'on a travaillé, c'est vraiment l'enrichissement de cette connaissance client autour de ces centres d'intérêt et ce mapping entre les différents contenus qu'on a sur étagère finalement et les différences en intérêt client pour proposer à nos sales associates finalement à chaque fois le contenu le plus pertinent à partager avec un client dans ses activités de clienteling. L'idée, c'est d'enrichir ces activités de clienteling avec ces contenus vraiment sur mesure et ces contenus, ces services, ces expériences vraiment sur mesure. Deuxième sujet, c'est vraiment lors d'un lancement de nouvelles collections, qui est un moment clé dans la vie de la relation client d'une maison de couture. Globalement, c'est d'arriver à faire ce mapping entre l'ensemble de cette nouvelle collection, de ces produits, donc sur différents départements. Il va y avoir des sacs, il va y avoir du ready-to-wear, il va y avoir des chaussures, il va y avoir des accessoires, etc. Et finalement, ce qui va là aussi intéresser le client, non seulement en termes de profil stylistique, donc quel est le style parmi les différents produits et les différents styles de la maison qui vont être le plus pertinent, et quels sont les différents départements produits, ou les départements produits qui vont être les plus pertinents pour que le SI soit en capacité de présenter les pièces parmi la nouvelle collection qui sont le plus susceptibles d'intéresser les clients. Sur la base, là aussi, d'une fusion entre le savoir-faire du SA, son expertise et sa connaissance également des clients, et puis la capacité à enrichir ça avec de l'IA. Et enfin, un troisième élément qui reste important, c'est le volet évidemment distant marketing, où on travaille beaucoup sur la personnalisation de ce qu'on appelle dans notre jargon nos e-cards, donc sur nos newsletters éditoriales. Évidemment, la personnalisation de ces contenus pour qu'on soit toujours extrêmement pertinent et qu'on tombe à la fois au bon moment avec la bonne pression aussi, qu'on s'adapte à la volonté de consommation d'informations de notre client, et puis en même temps qu'on soit extrêmement pertinent en termes d'éditorial pour taper juste par rapport à ses centres d'intérêt et à ce sur quoi il a envie de découvrir un peu plus sur la maison. Avant de passer à la dernière question, une petite question complémentaire. Comment tu fais pour organiser le partage de connaissances entre des marques au sein d'un groupe qui ont forcément des maturités différentes dans la gestion de la relation client? Est-ce que du coup, il y a des échanges, des workshops et est-ce que vous travaillez sur une sorte d'expérience globale du groupe, une sorte de standard que vous voudriez mettre en place? Alors, il n'y a pas d'expérience, c'est une très bonne question, il n'y a pas d'expérience globale au niveau du groupe. Le groupe en lui-même n'existe pas. On est vraiment au service des maisons et on est là on est là. En tout cas, le groupe est là au service des équipes des maisons pour que celles-ci puissent créer des expériences qui soient cohérentes avec leur ADN, avec leur histoire, avec leur ADN de marque, avec les souhaits et la vision de la direction artistique de la marque. Donc, en fait, tout est globalement fait sur mesure pour chaque maison. Après, évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui sont, on va dire, corps modèles à plusieurs maisons, qui sont communs à plusieurs maisons, et notamment ces capacités à analyser la data et ces capacités à tirer en fait de la data une sorte de substantifique moelle qu'on va pouvoir remettre à disposition des équipes de chaque maison pour enrichir leur travail au quotidien dans leurs activités. Donc globalement, c'est plutôt une sorte de mutualisation d'efforts et de ressources qui va être fait autour de technologie, mais vraiment la partie expérientielle et la partie servicielle qui est propre à chaque maison, évidemment. Voilà, reste clairement à l'apanage de la maison et définie par elle en fonction de son histoire. Parfait.
Une dernière question pour conclure. Est-ce que tu aurais un conseil pour notre audience, un conseil pour aider les décideurs qui nous suivent à vraiment engager et à travailler au mieux leur relation client? Quel serait ce premier conseil? Alors, c'est un peu prétentieux de dire que j'ai des conseils. J'ai peut-être quelques retours d'expérience, en tout cas des projets que j'ai pu mener dans ma carrière. Le premier, c'est vraiment d'écouter à la fois les clients via des initiatives de type mesure de l'expérience client, collecte de l'expérience client, NPS, etc., d'écouter les feedbacks clients qui sont toujours extrêmement valeureux, et d'écouter également les feedbacks terrain, de passer beaucoup de temps en boutique, de passer beaucoup de temps auprès des équipes de vente en boutique, les conseillers de vente auprès des équipes du service client. Ça permet vraiment de comprendre les attentes, de prendre la température et de vraiment être, on va dire, vraiment les pieds sur le sol, d'être extrêmement pragmatique. Également, en retour d'expérience, en tout cas que moi j'ai pu avoir, c'est de créer des équipes mixtes en fait entre différents départements et d'essayer de désiloter finalement les organisations. On se rend compte aujourd'hui dans la plupart des entreprises, les organisations sont beaucoup départementalisées et donc l'expérience client finalement elle est un peu saupoudrée ou elle est un peu traitée par différents départements. Et le client, lui, il le voit pas tout ça. Le client, lui, il cherche une fluidité de parcours, il cherche une cohérence entre tous les canaux, il cherche de l'hybridation entre le physique et le digital, etc. Et donc, moi, en tout cas, un des retours d'expérience positifs que j'ai eu, c'est vraiment d'utiliser des méthodes de type design thinking, de travailler en tribu, de désiloter vraiment les organisations et d'avoir différents départements autour de la table quand on invente des services, des expériences ou qu'on réfléchit à des sujets. Et enfin, le dernier en tout cas, retour d'expérience qui est beaucoup plus récent, probablement que dans la transformation digitale de l'économie ou des différentes entreprises ou des différentes industries qu'on est en train de vivre, ce côté hybridation ce côté liquide entre le online et le offline devient en fait une espèce de norme et devient un standard assez évident. L'omnicanalité finalement devient le no-canal quelque part. C'est-à-dire qu'un client, de plus en plus, il va avoir envie de commencer son parcours à un endroit, de le continuer à un autre endroit, de regarder ce qui se passe d'un point de vue réseau social, médias, etc. pour s'informer, et finalement d'aller voir en boutique, essayer quelque chose et voir si la taille va bien, le style va bien, etc. pour finalement le réacheter en ligne quelques jours plus tard. Voilà, sur un canal. Et donc ce côté homogénéisation et capacité à créer cette hybridation entre les canaux, en tout cas aujourd'hui, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement clé à adresser. Alors, j'avais une dernière question qui a été posée là justement sur la plateforme. Est-ce que du coup, il y a un partage des datas entre les marques pour nourrir une connaissance client multimarque ou chacun chez soi est Dieu pour tous? Ouais, chacun chez soi, il y a vraiment aucun partage de data entre les marques. D'accord. Voilà. Ok. Ok, très bien. Et dernier point, effectivement, post-Covid, comment j'évoquais tout à l'heure notre approche MMS moins, mieux et avec plus de sens. Est-ce que tu perçois par rapport à votre reach mondial, et je pense du coup à vos maisons installées en Asie, un nouveau profil, ce Covid Consumers, n'est-ce pas? Est-ce que tu en perçois certains traits que tu pourrais partager? Tu parlais effectivement de c'est plus omnicanal, c'est zéro canal, c'est everywhere, on est dans l'hybridation totale. Est-ce que tu penses que c'est fait pour durer et est-ce que tu as encore un signal faible à nous partager avant de nous quitter? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on perçoit plusieurs signaux faibles. Difficile encore de dire ce qui va rester. Enfin, parmi ceux-ci, ceux qui vont demeurer pérennes et ceux qui vont être finalement des effets de contexte. Notamment, on a vu le fameux revenge shopping. Voilà, on a tous entendu parler de ça post-lockdown, notamment en Chine. Globalement, moi, je crois que ce qui va rester pérenne, c'est cette volonté de simplicité et c'est exactement ce que vous disiez autour du moi-même et ce qui fait sens pour moi, ce qui est le bon moment pour moi, ce qui est le bon rythme pour moi et ce côté très centré client et ce côté hybridation. Moi, je crois que c'est quelque chose qui va rester, c'est ce côté hybridation entre le monde physique et le monde digital. À un moment, je vais peut-être avoir envie, en tant que client, d'un rendez-vous virtuel finalement avec la boutique. À d'autres moments, je vais avoir envie carrément peut-être que le SI
ils se déplacent et ils viennent, enfin, pardon, que le conseiller de vente se déplace, vienne chez moi, me propose un look, vraiment, enfin, en tout cas, me fait une sélection de produits, parce que j'ai pas forcément envie de sortir à ce moment-là. Qu'à d'autres moments, c'est soit moi qui me rends en boutique parce que j'ai peut-être un envie de pièces complémentaires, ou j'ai pas envie d'une soirée, ou j'ai un événement particulier, où j'ai envie, voilà, de l'avis de mon essai en tant que personal stylist, entre guillemets. Globalement, moi, je crois qu'il va falloir être capable de répondre avec un même niveau de qualité, avec une bonne homogénéité à ces différents use cases, et de s'adapter finalement au canal sur lequel le client il a envie d'engager avec la marque, ou il a envie d'être engagé avec la marque, et pas forcément sur les canaux, les canaux classiques. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ce témoignage. C'était vraiment hyper intéressant d'échanger et de voir de manière concrète et opérationnelle comment ça peut se présenter pour cette transformation de la relation client dans un grand groupe comme Kering. Merci beaucoup et à plus tard. Alors, c'est l'occasion du coup voilà, d'accueillir Clémentine et Sylvain. Clémentine et Sylvain, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour voilà, Sylvain. Donc très heureux. Donc effectivement, suite à ce témoignage extrêmement concret et pragmatique d'une transformation en cours sur la relation client chez Kering, est-ce que vous pouvez du coup nous partager un petit peu votre vision et la roadmap que vous proposez? On va essayer. Je commence. Bon, puisque je commence, je voulais du coup remercier Vincent, remercier l'équipe du Hub Institute et Epsilon, et surtout remercier Olivier pour son témoignage. Et aussi à travers Olivier, les témoignages des clients qui continuent à nous faire confiance. Voilà, je vais passer sur une slide qui est très intéressante, que je vous invite à lire, qui est très sympathique. Mais Salesforce est une société qui est cotée en bourse, et donc vous devez baser vos décisions d'achat sur les produits et services actuellement disponibles. Ceci étant dit, pour enchaîner, on est aujourd'hui dans un moment où, on l'a vu, le marketing doit s'adapter aux évolutions rapides des consommateurs. On a des consommateurs qui sont des personnes, et comme Georgia ici, elle est unique, elle mérite d'être traitée comme telle. Et on a vu qu'on est passé d'un marketing qui était un push très générique, avec on parle de one-to-many aujourd'hui, avec la constitution de segments et les nouvelles habitudes de consommation, notamment médias. Et les marques ont aujourd'hui besoin de fournir une expérience de marque plus personnalisée, qui correspond à un besoin qui est exprimé par les clients. Donc là, je vous invite à télécharger l'étude State of Marketing. 75% des consommateurs s'attendent à une interaction qui est personnalisée, quel que soit le canal. Donc, on s'attend vraiment à être traité de façon personnelle, en temps réel, et qu'on soit sur une expérience on ou off. Donc là, on a parlé effectivement du flou qui était autour de l'omnicanalité, et je pense que c'est assez intéressant. Donc finalement, adresser le bon message au bon moment à la bonne personne, c'est le Saint Graal, c'est classique et on en entend parler, mais c'est pas si facile. Et donc, je te passe la parole, Sylvain. Oui, écoutez, merci beaucoup. Également bonjour à tous. Merci Hub et merci à Olivier pour son intervention. On voulait en fait faire un tout petit pas de côté justement par cette étude pour se dire qu'on était en effet tous d'accord sur la cible, et on en a tous parlé, on en parle tous depuis très longtemps, de pouvoir se dire aujourd'hui, alors encore plus avec le contexte actuel, mais c'était quand même d'ores et déjà présent dans nos réflexions de marketing et de sa transformation. Comment avec la multiplication des médias, multiplication des points de contact, multiplication des canaux de relation, comment je peux aujourd'hui, en fonction de l'ensemble de mes profils clients, adresser le bon message, la bonne personne, le bon moment, le bon canal, avec une autre difficulté qui s'y est associée, c'est-à-dire sur les étapes de son parcours, et bien sûr à grande échelle. Et finalement, c'est un peu ce dernier point à grande échelle qui est un peu le point sur lequel il faut qu'on puisse tacler dans les années, ou en tout cas dans les mois à venir. Parce que concrètement, l'idée, c'était de se dire, quand on dit avec Clémentine de faire un pas de côté, c'est que c'est pas nouveau, hein, de dire cet adage, le bon moment, le bon client.
On a tous fait des mémoires par rapport à nos études. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis sorti de l'école il y a maintenant beaucoup de temps c'est pas forcément mes livres de chevet, en tout cas mes livres de mémoire étaient les one-to-one marketing de Pepper et Rogers et on parlait déjà de ce one-to-one et donc c'était pas quelque chose de nouveau et on parle de bouquins qui datent de 90 ou 2000. Deuxième point, c'était aussi que l'IA, finalement, on en parle beaucoup depuis ces 3-4 dernières années. Et quand on fait un petit peu de recherche, on se rend compte que c'est quand même loin d'être nouveau aussi. C'est des concepts qui datent, c'est des concepts qui ont d'ores et déjà été mis en œuvre dans les organisations avec des ancêtres de l'IA qui étaient au départ les techniques data mining, qui datent des 90-2000. Et donc, beaucoup de choses en fait qui sortent et beaucoup d'états de l'art aussi qui sortent sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, finalement, c'est plutôt de travailler sur pourquoi en fait on peut accélérer et pourquoi on doit accélérer. Donc des concepts qui sont pas nouveaux, mais on se rend compte que les clients et le comportement des consommateurs nous ont tous, que ce soit les sociétés de services, que ce soit les sociétés de technologie, que ce soit également les marques en tant que telles, ont dû se réinventer et accélérer avec le boom, bien sûr, du digital et également des réseaux sociaux. Mais en parallèle de ça, il y a eu une démocratisation des moyens technologiques. Donc, les moyens big data et également toute la mise à disposition de bibliothèques et d'outils et de moyens pour pouvoir faire, en tout cas de l'IA, de façon de plus en plus puissante, de plus en plus dans un time to market de plus en plus réduit. Donc ça, c'est la démocratisation des moyens, la maturité des organisations pour entreprendre cette transformation. Et s'associe, donc je ne vais pas vous faire front de dire, j'aurais pu mettre comme beaucoup un logo Covid, mais je ne me suis pas permis parce qu'on en parle et on en reparle. Mais en tout cas, c'est associé aussi, bien avant la crise, des directives, notamment sur la CNIL, sur l'usage des données digitales et bien sûr la reprise en main des datas par les plateformes. Donc, s'associe au nouveau comportement maturité des marques, quelque chose d'important de travailler sur la data, et notamment poussé par des choses un peu externes. L'objectif, justement, à part ce panorama, c'était de vous porter. Donc, on a eu un retour d'expérience de Kering très enrichissant sur aujourd'hui un peu une picture globale de d'où est parti le projet et les enjeux en partant d'une vision stratégique finalement du groupe. Et l'objectif avec Clémentine, c'était de soulever peut-être un peu plus le capot pour vous donner un peu les grands principes de mise en œuvre et les grands facteurs de risque qu'on peut avoir sur ce type de projet. Le premier, donc en effet, c'est souvent des directives et une vision qui est mise à disposition ou qui est définie par les patrons de boîte. Mais en fait, l'idée du CEO, c'est de pouvoir réaligner les planètes. Parce que si on regarde donc, par rapport au titre du séminaire qui est l'IA à destination du marketing, ça rassemble, et ça fait écho avec aussi ce qu'a raconté Olivier sur la mise en place de squad ou de task force, mais ça rassemble 3 grands types de méta-compétences qui n'ont pas forcément la même façon de voir le business et la même façon de voir son métier. Donc, j'ai un vrai besoin d'aligner les planètes. Donc, si on prend le Chief Data Officer, qui a lui comme rôle clairement de développer de l'AI et la diffuser au sein de l'ensemble de son entreprise, c'est je veux développer des moteurs d'AI sur mes propres assets et ils seront bien plus performants que les outils du marché. Le directeur marketing et digital, lui, il va dire j'ai besoin, en tout cas son enjeu, c'est il va devoir montrer un ROI tangible et pas seulement, entre guillemets, sur 3% de sa base, et j'ai besoin d'aller plus vite dans ma vitesse d'exécution. Combien de fois, dans l'époque où les pauvres, avec des différentes sociétés, c'était de dire j'ai des POC, ça va adresser 3% de ma base, mais comment je vais adresser 3% à 100% de ma base à grande échelle. Et le dernier enjeu, notamment, c'est plutôt les chiefs, les patrons, les IT, les patrons, les DSI, c'est que au fur et à mesure du développement des canaux et dans un objectif de vitesse d'exécution, on lui a de plus en plus imposé d'avoir une stratégie, souvent des best of breed, suivant avec des capabilities très fortes sur chacun de leurs domaines, donc un moteur de reco sur l'e-commerce, un moteur de routage email intelligent,
quels sont les connecteurs que je vais faire sur mon univers média. Et quand il commence à faire le compte de toutes ces capabilities qui sont disponibles dans son écosystème, il y avait des études de Gartner qui sont sorties pour aujourd'hui. On a à disposition à peu près une vingtaine de techno martech dans un écosystème IT. Donc le DSI, lui, c'est normal, c'est son rôle, va dire aujourd'hui j'ai quand même plus de 20 techno martech et tech dans mon écosystème IT. J'ai des coûts de maintenance qui explosent. Et finalement, le métier, reposez-vous un peu pour savoir si l'usage, est-ce qu'on maximise l'usage de chacune de ces technos. Le premier enjeu, quand on parle de data, c'est la réconciliation des données disponibles pour pouvoir adresser les use cases. Et c'est ça qui est en tout cas les principaux enjeux. Donc, et l'enjeu n'est pas forcément c'est bien sûr de réconcilier data, mais en fait aujourd'hui en termes de maturité, on voit bien que les sociétés sont matures dans se constituer un ID CRM à travers ses propres assets. Le sujet maintenant, c'est de travailler sur une réconciliation, de l'ensemble des données, y compris les données, pas forcément que marketing, mais des données issues de la supply, des données issues du pricing, et également comment je fais pour travailler sur un ID persistant qui réconcilie la vision un petit peu offline et transactionnelle à la vision online pour avoir la vision la plus exhaustive du client, et ce dans la durée. Et c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui les plateformes peuvent nous apporter. Parce qu'avant de faire de l'IA, il faut de la donnée. Il faut de la donnée riche, il faut de la donnée de qualité et il faut de la donnée activable et de la donnée la plus réconciliée et réconciliable possible sur l'ensemble des points de contact. Et de fait, merci pour la transition, Sylvain. De fait, en fait, si on veut personnaliser les messages, il faut connaître, il faut de la data. Et le premier cas d'usage pour lesquels nos technologies sont requises dans les entreprises, c'est souvent pour cleaner la data, hein, c'est clair. Donc, on a la capacité aujourd'hui de connecter, de réconcilier toutes ces datas. Et les datas, imaginez les données de navigation anonymes. Imaginez que vous avez probablement un ou deux emails, un pourri pour vos spams. Vous avez un ID sur le web, un ID sur le mobile, plusieurs cookies derrière. Vous avez la data des plateformes de l'AdStack. Vous avez de la data sociodémo et votre propre data. Donc, avoir la capacité de connaître et de réconcilier, d'unifier toute cette donnée en une donnée activable est déjà un premier pas vers la personnalisation, parce que vous pouvez segmenter. Et segmenter, avec la segmentation, on gagne déjà en pertinence. Ça peut être en faisant de la recommandation de produits. Donc là, pensez à l'expérience que vous avez sur un retailer où on vous dit les personnes qui ont acheté tel produit achètent aussi celui-là. Pensez à d'autres cas d'usage aussi qui sont, par exemple, qui améliorent l'expérience client en excluant les personnes qui sont déjà devenues clients. Donc, votre base de données CRM, de reciblage publicitaire, qui est souvent intempestif et qui n'est pas forcément vécu comme une très bonne marque de personnalisation. Ça contribue à améliorer la perception. Là où on va un cran plus loin avec l'IA, et c'est là qu'on parle de marketing intelligent, et c'est pas l'inverse, le contraire du marketing idiot, c'est le marketing augmenté par les technologies. C'est avec l'IA, on a de la recommandation en temps réel. Et là, en fait, on va nourrir la recommandation des interactions qui sont sur un canal. On va remonter toutes ces informations et en temps réel, on va pouvoir recommander ce qu'on appelle la Next Best Action, la NBA. La Next Best Action, c'est pas toujours une action, ça peut être effectivement une recommandation de conversation que le service client peut avoir avec vous, mais ça peut être aussi un produit, ça peut être une marque, ça peut être une recommandation de contenu. Et là, la question du temps réel aussi, de la gestion des interactions en temps réel se pose, parce que quand on parle de temps réel, on parle de 30 millisecondes, et pas quelques minutes ou quelques heures, et donc cette capacité aussi, imaginez pendant la navigation sur un site, d'interagir et de faire vraiment varier le site en fonction de votre navigation et de vous recommander et de vous amener dans un parcours où vous allez tomber sur exactement la bonne marque, le bon produit et la bonne couleur derrière. Donc, quand on parle après ça d'engager dans un troisième temps, on est sur la question de l'omnicanalité, de
de zéro canalité ou derrière de la transparence entre les canaux, mais la capacité d'orchestrer la next best action sur le canal individuel approprié est quelque chose qui n'est possible qu'avec de l'intelligence artificielle aussi. Donc, on va avoir chaque point de contact qui va nourrir, via la data qu'il apporte, va nourrir l'action sur un autre point de contact et dans un cercle vertueux. Pour tout ça, évidemment, on est dans un cycle avec l'optimisation de performance. On a besoin d'analyser. Et pour ça aussi, on a besoin de modélisation de data et d'une vision unifiée. Et l'apport de l'IA est notamment intéressant pour tout ce qui est recommandation d'insights et mise en place d'alertes. Je vais passer très rapidement sur un cas d'usage que je voulais vous montrer sur l'expérience en magasin, parce que je pense que l'exemple de Kering était beaucoup plus intéressant et fouillé. Mais on peut imaginer Johanna, qui est une cliente retail qui navigue sur un site. Déjà là, en temps réel, on peut lui déclencher des recommandations qui correspondent à son surf, à sa navigation. Au moment où elle achète ou elle réalise sa transaction, on peut lui faire des recommandations sur le panier. Et après ça, bon, finalement, Johanna, parce qu'en ce moment, elle ne peut pas trop se déplacer dans les magasins, elle décide de se faire livrer. Elle décide de se faire livrer en magasin parce qu'elle veut aller chercher sa commande et que c'est plus intéressant. Elle reçoit un SMS lorsque sa commande est prête. Et aujourd'hui, on peut connecter vraiment l'expérience avec le magasin, puisque Frédéric, le vendeur, va, via l'information qui lui est fournie sur l'historique des achats de Johanna, lui proposer, là en l'occurrence, de bénéficier de 10% en rentrant dans le programme de fidélité. Donc on a du coup des avantages en termes de drive to store et en termes de fidélisation. Un autre cas d'usage qui serait sur les services financiers et qui permet d'optimiser l'engagement et la cohérence des parcours, c'est dans le digital. Donc on commence un parcours dans le digital avec Emma qui est cliente d'une banque et dans l'appli de cette banque découvre une offre pour un prêt immobilier qui l'intéresse. Elle commence à interagir avec l'application, à chercher du contenu et de l'information. Pour une raison ou une autre, finalement, elle se déconnecte. Lorsqu'elle se reconnecte quelques heures plus tard sur son PC, son expérience est complètement personnalisée avec les meilleures offres pour le prêt immobilier d'une durée de 15 ans pour lequel elle a commencé à faire de la simulation. Et finalement, Olivier, son conseiller bancaire, va recevoir, lui, une notification qui lui remonte cette information comme quoi elle a montré de l'intérêt. Il appelle Emma et lorsqu'Emma confirme être intéressée par ce prêt immobilier, il déclenche un parcours prospect spécifique. Donc là, on est vraiment dans une cohésion et un parcours omnicanal qui est possible justement par la gestion des interactions en temps réel. Et à toi, Sylvain. Au-delà des use cases, on voulait un peu partager avec vous un peu une vision fonctionnelle, mais pour le coup ultra simplifiée. C'est souvent des questions sur lesquelles, bien sûr, on interroge beaucoup Salesforce sur ces sujets-là et la compétition. On nous interroge aussi. C'est un peu notre faute parce qu'on a mis sur le marché depuis 4-5 ans tous les ans ou tous les 2 ans des nouveaux mots, donc le data lake, le big data, la DMP, la CDP, et on s'en excuse. Mais bon, en même temps, c'est aussi un peu notre boulot de complexifier le marché, parce que sinon, après, derrière, peut-être que ce serait trop simple. Mais si je redeviens un petit peu sérieux, c'est de se dire finalement aujourd'hui, où est-ce que se place un peu la brique d'intelligence artificielle et la brique d'orchestration omnicanale, et comment je positionne également un peu tout ce qui va être l'analytics et la data science. Et force est de constater, même quand on travaille avec nos partenaires et bien sûr Salesforce sur lequel on travaille beaucoup, on a un petit peu un consensus qui commence aujourd'hui à arriver en disant on est d'accord que bien sûr il y a l'ensemble des données, donc ce qu'on appelle les raw data, c'est toutes les données d'entreprise disponibles, qu'elles soient digitales ou qu'elles soient
issus des legacy ou offline, et on voit qu'il y a un peu un Y qui est en train de se transformer, qui est lié finalement aux usages et aux besoins. Donc, sur la gauche de l'écran, c'est tout l'écosystème digital sur lequel, comme l'expliquait Clémentine dans certains de ses use cases, où là, je dois finalement j'ai un enjeu de temps réel, j'ai un enjeu d'activation, j'ai un enjeu de réconciliation, et je n'ai pas forcément le besoin d'avoir un enjeu de mémoire longue. Et c'est plutôt là-dessus qu'on va loger tous les cas d'usage et qui seront portés par la Customer Data Platform. Et c'est sur ce stack, ou cette capabilities Customer Data Platform qu'on va y interfacer ou qu'on va brancher tous les canaux de relation. Parce que, c'est là où toute la notion de réconciliation et d'ID unique qui va se diffuser au sein des canaux sera présent, et toute l'activation, l'orchestration sera présente ici. En revanche, on va avoir après un deuxième frigo ou un deuxième layer où là, c'est plutôt les data analysts ou les data scientists qui vont travailler et qui ont besoin de signaux plus faibles, qui ont besoin de plus de data, qui ont besoin d'enrichir la connaissance et de travailler sur des modèles un peu plus industriels et sur lesquels, en fait, la Customer Data Platform va être une source d'enrichissement, mais va pas être en fait l'endroit où ces compétences vont travailler. Mais l'ensemble des modèles vont être après mis à disposition de la CDP, donc la Customer Data Platform, pour être activés sur les différents canaux. Donc voilà un petit peu le consensus qui se dessine. Donc la CDP prend pour tout partie les capabilities d'une DMP, mais avec un enjeu de réconciliation et des modèles de données enrichis. La CDP s'interface beaucoup plus sur l'ensemble des canaux disponibles et reste vrai de la coexistence avec des plateformes plutôt big data ou même des plateformes relationnelles sur lesquelles c'est plutôt des compétences analytics et data science analytics au sens data viz et BI qui vont travailler sur ces plateformes-là. L'organisation, donc là, c'est un peu une redite finalement avec l'enjeu en tout cas les questions et notamment l'organisation de Kering. Clairement, c'est la data, il faut qu'on parle de la désiloiser, donc on va désiloiser aussi les organisations pour qu'un use case soit opéré par différents domaines de l'entreprise, donc en squad, en sprint ou ce qu'on appelle en pizza team, d'avoir des notions de gouvernance pour choisir les POC qui seraient éligibles. Donc c'est vrai qu'il y a des POC très marketing transformation, mais il y a également des POC autour de la productivité opérationnelle et l'IA ou la data pour améliorer les process opérationnels. Tout ce qui va être une gouvernance pour préciser un peu les KPI du succès, dont on parlera juste après, et un POC pour qu'il soit aujourd'hui validé dans le schéma de gouvernance. À notre sens, on doit d'ores et déjà se poser la question si on peut le factoriser et le déployer à l'échelle dès à présent. Si on parle d'un principe qu'un POC aujourd'hui ne peut pas être déployé à l'échelle, c'est même pas forcément la peine de le commencer parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'accélération plus que de réflexion et de preuve par l'exemple. Alors, je ne vais pas revenir sur du coup le fait qu'on arrive aujourd'hui avec toutes ces technologies et ces plateformes à personnaliser l'expérience de façon consistante. Et en fait, on le voit tout au long du parcours. Je voulais, après vous avoir parlé, après qu'on vous ait parlé de marketing intelligent, vous parler un petit peu d'intelligence marketing parce que tout ça est un processus et la mesure a besoin elle aussi d'être augmentée. Et en fait, pour avoir une vue unifiée, on a besoin de modèles de data pour pouvoir avoir toute cette data et pouvoir la comparer. Et aujourd'hui, en fait, on a cette capacité en temps réel de voir, par exemple, les différents leviers en parallèle, de pouvoir donc les comparer, de pouvoir optimiser sans attendre la fin des campagnes, par exemple, les reportings des agences médias et les reportings internes des CRM. On peut faire ça en temps réel. Ça nous permet notamment de réallouer du budget d'un canal vers l'autre, ce qui est aujourd'hui, alors on ne va pas non plus ressortir le label Covid, mais chaque euro doit être quand même hyper
productif. Ça permet aussi de changer les créas quand on en a une qui fonctionne pas, sans attendre un mois et demi et les 4 semaines de flight. Et l'IA peut aussi aider parce qu'on a tous des biais en tant que marketeur ou dans d'autres fonctions à remonter des insights qu'on n'aurait pas vus aussi à dimension humaine tellement il y a de data, et peut vous permettre aussi, on peut positionner des alertes quand le retour sur investissement et les KPI ne sont pas rencontrés au cours d'une campagne. Et justement, pour parler d'impact, donc en fait, ça sont les résultats et les bénéfices business qu'on constate généralement sur l'intégralité des cas. Après, en fait, le fait au-delà des chiffres même, la capacité à comprendre et à répondre aux intentions clients fait forcément augmenter le taux de transformation, le taux de conversion, quel que soit le secteur dans lequel on est. On a aussi la capacité d'identifier des comportements à risque, donc les comportements à risque de churn ou d'attrition quand on est sur des modèles d'abonnement comme chez nous par exemple. Et donc on augmente la rétention du client. On a ce dont je viens de parler, des dépenses marketing sur lesquelles on peut faire des économies, donc ça c'est très important, mais aussi qu'on peut réaffecter à d'autres leviers qui sont plus productifs, et effectivement des réductions de coûts de service intéressants. Et c'est intéressant du coup, Sylvain, tu nous racontes comment ça se traduit pour les parties prenantes de l'entreprise. Les parties prenantes, on avait essayé d'identifier les pain points dans les réflexions autour de la mise en œuvre de ce type de dispositif, et surtout quelle est un peu la trajectoire de demain entre best of breed / plateforme. Clairement, donc là, on va reparler du Covid, mais il y a quand même un impact très opérationnel du Covid. C'est que les Chief Data Officers vont devoir remettre à jour, revoir tous leurs modèles qui ont été développés, parce que quand on parle de data science, on apprend sur le passé ou on apprend sur un futur très proche, et on sait bien que ces 2-3 derniers mois, l'ensemble des historiques va devoir être revu. Et finalement, le fait de travailler, notamment pour l'activation marketing, se refaire en fait des bases d'apprentissage dans un temps plus rapide pour revoir un peu les UC critiques, permettra d'aller plus vite, répondre justement à l'enjeu et aux besoins du Chief Marketing ou Chief Digital Officer, qui va dire que là aujourd'hui, de toute façon, il n'a plus le choix de travailler sur sa donnée propriétaire pour l'activer, essayer de parler à l'ensemble de ses audiences et de l'ensemble de ses profils clients, pardon. Et enfin, dans un objectif, aujourd'hui, on ne va quand même pas se le cacher, on va être dans des sujets d'économie de coûts. Et l'enjeu clairement d'un CTO de massifier va être un objectif qui va lui être assigné pour travailler sur l'ensemble de son écosystème IT. Donc c'est ce à quoi on pense. Oui, ça va être un sujet d'investissement pour certains, mais les gains de performance et de productivité ils seront associés pour répondre aux nouveaux objectifs, en tout cas aux objectifs de demain. Alors, avant de vous laisser, je vous invite au lancement en France de work.com, de work.com, qui a lieu vendredi 5 juin, pour vous aider à organiser le retour de vos employés dans le respect des nouvelles normes sanitaires. On organise toute une journée de lancement et il y aura un webinaire de 10h à 11h30 qui commence avec un dialogue entre Olivier Derrien, notre directeur général France, et Guillaume Pépi, que vous connaissez comme ancien PDG du groupe SNCF, qui est aujourd'hui membre du comité consultatif de Salesforce. Et il y aura de nombreux témoignages clients et des démos. Et hop. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier en espérant continuer ces conversations dans la vraie vie. Et on se avec plaisir. À bientôt et bon courage. Oui. On va prendre quelques questions, et puis c'est aussi l'occasion de partager les sondages qui ont été poussés. Donc, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie de personnalisation de la relation client, quels sont les principaux obstacles rencontrés dans votre entreprise? Et donc, on voit, et c'est particulièrement intéressant de voir que le manque de solutions technologiques arrive en tête, suivi de trop de solutions différentes. C'est vrai que ça remonte souvent. Et puis, malheureusement, le manque de compétences et de connaissances internes, d'où les enjeux de formation et d'accompagnement. Je pense qu'effectivement, c'est quand même un des points.
La notion de budget n'est pas évoquée. Donc, on voit bien que les freins, c'est l'historique IT, hein, quelque part. C'est parfois l'absence des bonnes compétences en interne. C'était pour le premier sondage. Et puis, le deuxième, parmi ces canaux digitaux, quels sont ceux que vous utilisez pour personnaliser votre relation client? L'email reste leader. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Les réseaux sociaux arrivent après. On voit que, et tout à l'heure, Sylvain l'évoquait, hein, dans l'ID, dans ces enjeux d'ID, c'est cette idée d'avoir quelque chose de persistant, mais qui puisse englober et intégrer de manière de plus en plus riche tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui va potentiellement sortir. Je pense aux nouvelles plateformes. Donc, il faut être extrêmement pragmatique par rapport à ces enjeux. Du coup, j'aurais une question rapide pour chacun. Sylvain, quand on parlait justement d'alignement des enjeux AI, quand on parlait quelque part des pain points, hein, comment tu pourrais définir un petit peu les priorités, parce qu'on voit que certaines industries semblent plus rapides et plus réactives par rapport au contexte actuel, à vraiment investir sur ces enjeux d'AI au service de la relation client que d'autres. Est-ce que pendant ces 2-3 mois qu'on a passés, et puis ce que tu sens venir, tu pourrais un peu nous parler de ces différents secteurs d'activité? Et puis vous avez un reach mondial aussi, donc tu as peut-être quelques éléments à partager à notre audience aujourd'hui. Alors, reach mondial, en tout cas, je vais avec beaucoup d'humilité encore, hein, parce que je ne suis pas. Alors, donc la question sur la maturité aujourd'hui, en tout cas, quelle est la maturité des organisations? Clairement, l'AI a été utilisé par les services financiers, notamment le bancaire, et ce qui est assez intéressant, c'est les premiers use cases qui sont sortis du bancaire et des services financiers étaient plutôt sur les process opérationnels et pas forcément sur la fonction marketing en tant que telle, clairement. Et c'est ce qu'on a un peu vu, hein. Donc, dans la grande distribution, c'était pareil. C'était comment je peux, en gros, optimiser mon approvisionnement, comment je peux optimiser mon assortiment. Donc, on a commencé par des use cases en fait qui sont sur les fonctions core et les fonctions critiques d'une boîte, et sur lesquelles en fait aussi il y a beaucoup d'investissements et qui ont, quand j'ai des problèmes d'approvisionnement, bah, c'est des euros directement en moins en bas de ligne. Donc là, je trouve que le niveau de maturité est assez intéressant. Après, la question est à se poser pourquoi finalement l'AI, on n'a pas réussi à vraiment transformer l'essai sur la fonction marketing comme on a pu la transformer dans les fonctions critiques. Et c'est là où on s'est rendu compte que la connaissance client aujourd'hui était quand même plutôt bien maîtrisée par l'ensemble de nos clients et qu'ils avaient quand même travaillé leur data en long, en large et en travers. Et du coup, c'était plutôt de dire finalement l'AI va m'aider à être plus performant, à aller plus vite, mais je ne serai pas forcément plus ciblé. Et toute la question, c'est comment, en gros, je nourris avec mon fameux identifiant enrichi et comment je crée plus de ma donnée disponible pour enrichir mes moteurs d'AI. Et c'est donc, aujourd'hui, l'AI en mode Aziz va créer de la performance, mais les grosses poches d'optimisation et de création de valeur sont, je nourris l'AI par plus de data disponible, en gros plus de lignes, plus de colonnes, et surtout je dois la diffuser sur l'ensemble des points de contact. Et c'est là où nos clients, et également pourquoi nous, on est très proche avec Salesforce aussi, c'est qu'on a pris aussi conscience que la vision plateforme était clairement quand même un des sujets de demain, pardon Clémentine, un sujet d'aujourd'hui. Oui. On va passer de science-fiction. Voilà, le fameux best of breed, on est en train de s'orienter vers un peu une massification pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des composants, des capabilities au sein d'un point de vue unique et qui répondra à l'enjeu de formation qui a été évoqué dans le point, et du coup aux enjeux de compétences. Parce qu'on peut, en fait, on massifie les data, on massifie les fonctionnalités et on massifie les compétences au-dessus. Clémentine, une question rapide. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on le voit, les entreprises sont en recherche maintenant de visibilité, de stabilité technique. L'innovation s'accélère. On voit avec l'AI et on vient de l'évoquer. Du coup, par rapport aux différentes plateformes que vous êtes en capacité de proposer justement pour proposer une expérience extrêmement personnalisée, quel est le conseil un petit peu pour se mettre tout de suite de retour dans le cadre de cette reprise, dans le bon track et du coup investir dans l'avenir sans justement, et c'était une des questions qui était posée dans le quiz, accumuler les plateformes technologiques. C'est quoi la bonne combinaison
et les bons choix? La stratégie de Salesforce là-dessus, c'est quand même d'imbriquer les solutions qui peuvent être des acquisitions externes, souvent quand on trouve de l'innovation ailleurs, dans une plateforme, et après ça, de construire et de consolider autour. Donc, c'est vrai que là-dessus, sur le discours best of breed versus plateforme, on a vraiment une marche d'avance. Et puis, après ça, quand il s'agit de connecter avec le service client, avec le CRM derrière, comme ce sont nos cœurs d'activité aussi, et des clouds différents, les connexions sont natives chez nous. Donc, ça va nécessairement plus vite. Après, le conseil, c'est de commencer par le use case qui est le plus important pour le business. On parle de stabiliser, normaliser et croître. Il y a vraiment 3 temps dans cette sortie de Covid chez nous. Pour conclure, un peu en mode takeaway, qu'est-ce que vous auriez comme marque à nous recommander pour qu'on aille un petit peu voir sur les sites en ligne ou autres des bonnes expériences clients? Une question posée par Thibaut. Alors, au-delà de Kering, qu'on a vu effectivement, qui est assez impressionnant comme démarche de transformation. Alors oui, Kering est très avancé. Chez nous, alors il y a beaucoup d'exemples américains malheureusement, sans décrier, mais il y a en Europe BBVA qui est une banque qui est très avancée derrière. Espagnol, ouais. Ouais, après c'est intéressant d'être client pour vivre aussi l'expérience dans l'intégralité, et beaucoup de retailers aussi aux US qui sont connus, des Abercrombie, des Carhartt et compagnie. C'est vrai que c'est un terrain de prédilection pour le premier play qui est la personnalisation de site web, qui aujourd'hui est très important. Voilà. Moi, je vais être franco-français, moi. Mais un peu germanique. En gros, parce qu'en fait, la question, c'est une ou deux marques que vous estimez de très bons case, tu dis, en termes d'orga data et d'usage dans leurs opérations. Les assurances, une alliance est très avancée. D'accord. Mais y compris en termes, ils ont une organisation très singulière et qu'ils ont mis en œuvre il y a 2 ans et qui est assez. On peut dire du coup que eux, ils ont passé un cran, c'est que l'IA est dans leur processus critique. C'est que c'est devenu quelque chose dans leurs opérations au quotidien avec des plateaux dédiés. Donc ça, c'est dans les services financiers. Et dans les retailers, ceux qui ont... alors après, c'est assez public, mais c'est vrai que Carrefour a cranté très fort à travers la mise en place d'un lab sur de l'IA. Et encore une fois, ils ont travaillé clairement sur des use cases plutôt sur l'expérience digitale et leurs opérations, plus que sur des use cases marketing. Après, voilà, la distribution spécialisée, donc des gens comme Leroy Merlin par exemple, sont pas mal avancés aussi. Et eux, en revanche, c'est l'IA au service l'IA pas mal au service du marketing et de l'optimisation média, avec une organisation en conséquence. Voilà. Très bien. Écoutez, ça semble parfait. On arrive au terme de notre webinaire aujourd'hui. Merci à tous. Voilà, juste pour vous rappeler qu'il est accessible en replay et vous dire qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent voir en replay effectivement nos événements. Donc, n'hésitez pas à les partager autour de vous pour ceux qui malheureusement n'ont pu joindre l'événement en live. Il faut vous rappeler l'agenda de nos prochains jours. On reste très, très mobilisé à accompagner les entreprises dans justement la reprise économique. Et l'idée, c'est de continuer à se suivre, continuer d'échanger et on partagera sur les réseaux sociaux les meilleurs moments de nos entretiens. Merci à tous et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine.